je vais profiter de ce temps d'installation pour vous en dire un petit peu plus sur Thomas Golsen, donc, qui est docteur en histoire de l'art, qui a écrit sa thèse sur Carlo Crivelli et l'ornementalité au Quattrocento. Il est ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome, ancien professeur aux Beaux-Arts de Paris et à la Villa Arson à Nice. Il est maître de conférences en histoire de l'art et culture visuelle moderne à l'Université de Lille. Il a notamment copublié une traduction en français du De Pictura de Léon Battista Alberti. Il a co-dirigé Adam et l'Astragale, un essai d'anthropologie et d'histoire sur les limites de l'humain. Voilà, il a publié divers articles sur l'ornementalité à la Renaissance ou dans l'art contemporain, sur l'anthropologie des images, la technique dans l'art contemporain. Il a organisé 2 expositions, dont Bricologie, la souris et le perroquet, avec Burkhard Blumlein et Sarah Tritz sur les techniques des artistes contemporains au Centre national d'art contemporain de la Villa Arson. Il a coordonné plusieurs colloques. Voilà, il a dirigé l'unité de recherche bricologie à la Villa Arson, publié un essai de bricologie. Bref, beaucoup de choses. Merci beaucoup Thomas de nous rejoindre. Voilà, donc je vais introduire très très brièvement cette conférence, dont vous voyez le titre, Artisanat et Révolution. Ça faisait partie des enjeux de cette journée. D'aborder des questions politiques qui auraient pu être, à travers l'histoire ou dans un moment plus contemporain, comme on le verra cet après-midi, être voilà, intégrées dans cette question de l'artisanat. Alors je précise que c'est une conférence que vous avez écrite en écho à une exposition qui a eu lieu au Parc Saint-Léger, le centre d'art de Pouglézo. Voilà, une exposition de Florentine et Alexandre Lamarche Ovise. Voilà, je vous laisse la parole et puis je reste là peut-être après pour discuter. Je passerai aussi, j'essaierai de passer la parole au public. Je suis désolé pour ce premier temps sur lequel j'ai pas pu vous faire circuler le micro, mais je vais essayer de pas accentuer ce retard et donc je laisse la parole à Thomas. Merci Thomas. Je pense que si on s'arrête vers 12h30, personne ne nous en voudra, donc à peu près 1 heure. Voilà, merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je vais essayer de parler des rapports entre artisanat et révolution, c'est-à-dire finalement poser la question de la production artistique. Quand on pose la question de la production artistique et pas simplement la question des formes, eh bien, il y a quelque chose qui est relatif au travail et donc de facto, peut être potentiellement relatif aux questions sociales et donc aux questions politiques. Alors, je vais commencer effectivement par un rappel aux œuvres de Lamarche Ovise, donc Florentine Lamarche et Alexandre Ovise. Donc, effectivement, c'est une réflexion que j'ai menée à partir d'une exposition qu'ils ont faite au Parc Saint-Léger et à partir de leurs gros vases en céramique qu'ils ont produits au Mexique et dans certains desquels se trouve une chaussure que vous voyez un peu mal ici. Et je ne comprenais pas ce que venait faire cette chaussure dans ces vases, bon, à part leur goût pour l'hybridation bizarre d'objets. Et en fait, la clé m'a été donnée par Pedro Marais, donc, qui est critique d'art, qui a fait aussi une exposition sur Lamarche Ovise, et qui m'a dit en fait que cette chaussure, c'était une allusion au cordonnier de la commune, Napoléon Gaillard. Alors, que ça soit vrai ou pas, j'ai pas demandé à Lamarche Ovise si c'était vrai cette histoire, mais je crois que ça l'est. Mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est pourquoi est-ce que un cordonnier est devenu un des principaux animateurs de la commune, qui a été en 1871, pendant 72 jours, un moment vraiment d'utopie réalisée, où on a pu penser qu'on allait complètement renverser la bourgeoisie et le capitalisme. Alors, il y a un concept qui est très intéressant, qui a été développé pendant cette période, c'est le concept de luxe communal.
C'est un concept sur lequel revient beaucoup l'historienne Christine Ross dans ses livres sur la commune. Donc, elle explique que le concept de luxe communal, il a été formulé dans un manifeste, le manifeste de la Fédération des artistes de la commune, publié en avril 1871. Alors, le luxe communal s'oppose au luxe bourgeois, qui est le luxe, selon son acception la plus commune, la plus courante, c'est-à-dire l'accumulation d'un surplus de richesse qui est ensuite utilisé par les possédants, par la bourgeoisie, pour manifester justement leur supériorité sociale. Bon, le luxe communal, c'est vraiment autre chose. En fait, c'est plutôt un luxe de temps, un luxe d'activité. C'est une façon de libérer du temps pour se consacrer à des activités non serviles, non utilitaires, et donc pour prendre plaisir tout simplement à l'existence. Donc ça n'a rien à voir avec l'accumulation de biens matériels ou voilà, d'objets de démonstration, d'objets de distinction. Il faut savoir aussi que le manifeste de la Fédération des artistes conjuguait des artistes et des artisans. C'était vraiment quelque chose de fondamental dans cette fédération des artistes et ça s'opposait assez frontalement à l'organisation des institutions artistiques qui dominaient déjà au XIXe siècle, mais même à la théorie des beaux-arts qui s'était forgée au cours du temps, disons en gros autour du XVIIIe siècle. Si on prend comme repère par exemple Kant, dans la critique de la faculté de juger, Kant dit bien que les beaux-arts et les arts de l'artisanat se distinguent parce que les arts de l'artisanat, ce sont des arts qui sont contraints par une commande, par une demande, et autrement dit, l'artisan, lui, considère son travail comme quelque chose de pénible en soi parce qu'il est contraint, alors que l'artiste qui relève du domaine des beaux-arts, lui, pratique une activité libre. Donc, il est totalement dépourvu de toute contrainte extérieure. Ça, c'est la définition classique de Kant, et elle est reprise tout au long du XIXe siècle, et elle aboutit à la formation justement d'écoles dissociées, des beaux-arts d'un côté et des arts appliqués ou des arts décoratifs de l'autre. À ça s'ajoute le fait qu'au XIXe siècle commence l'industrialisation massive, la révolution industrielle, et ça a un effet très important sur l'artisanat, puisque l'artisanat commence à décroître, à être tout simplement remplacé par la production industrielle, ce qui fait que de plus en plus, en fait, ce sont les métiers industriels auquel on associe cette pénibilité du travail, le fait que c'est un travail asservissant. Et ça, bon, vous avez énormément de textes socialistes qui le disent, ou pas simplement socialistes, mais entre autres. Ce qui fait que du coup, par contraste, le travail artisanal va regagner une forme d'indépendance et une forme de liberté. Donc j'anticipe un petit peu sur le développement, et ça va permettre d'expliquer pourquoi en fait les communards veulent associer les artisans et les artistes. Ils veulent faire de l'artisanat une forme d'art comme les autres, et de l'art une forme artisanale là aussi comme les autres. Donc ce luxe communal, un autre aspect encore qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il consiste à trouver du plaisir dans les activités qu'on fait, dans le travail
lui-même. Ça va être aussi une grande constante dans tout ce que je vais dire. C'est l'opposition entre un travail qui est en soi pénible et un travail qui est en soi agréable, qui produit du plaisir. Alors, il faut faire ici une distinction entre ce que j'appellerais un travail autotélique et un travail exotélique. Un travail autotélique, c'est un travail dont la fin est le travail lui-même. Un travail exotélique, c'est un travail dont la fin, la finalité, le but, si vous voulez, est en dehors du travail. Par exemple, si je travaille pour gagner de l'argent, je considère mon travail de manière exotélique. Le but, c'est gagner de l'argent. Par contre, si je travaille parce que ça me fait plaisir, là, je le considère de manière autotélique. Dans les débats actuels, dans les débats politiques sur le travail, globalement, on ne parle que de travail exotélique. C'est-à-dire qu'on a comme horizon de penser que le fait que le travail sert en gros à gagner de l'argent. Or, au XIXe siècle, et notamment dans la deuxième partie du XIXe siècle, on ne raisonnait pas du tout comme ça. On ne raisonnait pas du tout en termes de comment faire pour gagner plus d'argent avec le travail, ou pas simplement comme ça. Mais on raisonnait aussi en termes autotéliques, c'est-à-dire comment faire pour que le travail devienne quelque chose d'intéressant ou redevienne quelque chose d'intéressant. Et une bonne partie des analyses reposaient précisément sur la domination du travail ouvrier, du travail des prolétaires par le travail industriel qui appauvrissait l'expérience du travail lui-même en tant qu'il pourvoyait à des métiers qui étaient ultra répétitifs, abrutissants, voire aliénants, pour reprendre le mot de Marx. Donc l'expérience humaine au travail se trouve amoindrie par l'industrialisation, disent ces analyses. Alors, bien sûr, il y a une forme de travail qui, du coup, va être portée au pinacle par contraste avec le travail industriel, c'est le travail artistique. Parce que le travail artistique, justement, depuis le XVIIIe siècle, est considéré comme le travail le plus libre. Alors, on pourrait aujourd'hui comparer ces oppositions avec l'évolution du capitalisme tardif et avec le fait notamment que la créativité est devenue une sorte de valeur travail, une valeur économique, une valeur dans le monde de l'entreprise. Et donc on ne pourrait plus aussi facilement qu'au XIXe siècle opposer d'un côté le travail dans l'entreprise, le travail dans l'industrie et de l'autre le travail artistique, puisque maintenant les cadres notamment sont incités eux-mêmes à devenir des artistes. Mais c'est comme ça qu'on posait le débat en 1871 et autour. Donc Christine Ross résume ça assez bien. Je passe sur ça. Demander que la beauté s'épanouisse dans les espaces communs et non plus seulement dans les chasses gardées privées revenait à transformer l'art pour qu'il soit pleinement intégré à la vie quotidienne. Donc ça, c'est l'horizon. C'est si vous abolissez la distinction entre l'art et l'artisanat parce que ce sont deux activités qui sont autotéliques, deux activités de forme de travail qui produisent du plaisir, eh bien, il n'y a plus de raison non plus de parquer l'art dans les musées ou dans les galeries, et de l'autre côté, de réserver l'artisanat au domaine de l'ameublement ou de la décoration d'intérieur. Les deux se rejoignent en fait. Et l'art retrouve une finalité sociale qui est justement de réintégrer les cadres de vie. Je vous cite aussi un passage d'Élisée Reclus, qui est un géographe très actif pendant la Commune et après, un grand théoricien de la Commune et un participant. Donc Élisée Reclus, il a écrit sur l'art aussi, il disait notamment ceci: « Ah, si les peintres et les sculpteurs étaient libres, ils n'auraient pas besoin de s'enfermer en des salons, ils n'auraient qu'à reconstruire nos cités, tout d'abord à démolir ces ignobles cubes de pierre où se sont entassés les êtres humains dans une affreuse promiscuité, pauvres et riches, mendiants et fastueux, faméliques et repus, victimes et bourreaux. Ils brûleraient tout le vieux baraquement des temps de misère en un immense feu de joie, et j'imagine que dans les musées des œuvres à conserver, ils ne laisseraient pas grand-chose des prétendues œuvres artistiques de nos jours. »
Alors, outre le caractère très virulent de l'affirmation, il y a quelque chose qui pourrait paraître curieux, c'est cette phrase du début, « si les peintres et les sculpteurs étaient libres ». Donc ça suppose qu'ils ne le sont pas. Et en fait, ils ne le sont pas parce que ici, selon Élisée Reclus, eh bien, il faut sortir un peu du cadre théorique dans lequel l'art serait une activité libre. Il faut s'intéresser à la façon dont les artistes exercent réellement leur métier. Et au XIXe siècle, en France, surtout dans la deuxième moitié, en fait, la plupart du temps, les artistes sont complètement dépendants des commandes, que ce soit des commandes publiques ou des commandes privées. Ils sont complètement des institutions qui sont dirigées par une espèce d'élite qui forme le jury du salon donc ils sont regroupés dans l'Académie des Beaux-Arts. Et donc c'est pour renverser ce système, finalement, où l'artiste a, disons, la réputation d'être libre, mais dans les faits, il ne l'est pas puisqu'il est complètement dépendant d'une caste qui domine et qui lui donne son moyen d'exister. C'est pour renverser ce système que les artistes de la commune et les artisans se fédèrent donc en une fédération qui servirait à leur donner réellement une autonomie économique, sociale et politique. Et donc cette fédération promettait par exemple la libre expression de l'art ou encore l'indépendance et la dignité de chaque artiste mis sous la sauvegarde de tous. Autrement dit, ce serait une fédération des artistes et des artisans qui serait autogérée par les artistes et par les artisans. Alors, encore une fois, l'idée, c'est de ne pas simplement réformer le statut des artistes et des artisans, de dire que l'art et l'artisanat, c'est la même chose, mais c'est de réformer le statut du travail en général. C'est de faire que tout travail, finalement, devienne artistique et que tout art puisse se manifester chez n'importe quel travailleur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artisans dans la fédération de la commune. Donc j'ai parlé déjà de Napoléon Gaillard. Un autre important, c'est Eugène Pottier, qui, comme vous le savez peut-être, est celui qui a écrit le texte de l'Internationale, la chanson. Mais c'était aussi un artisan décorateur. En particulier, il avait un atelier de dessinateur sur étoffe. Il dessinait sur des draps, sur de la broderie, même sur de la céramique. Et lui, il était partisan d'une éducation polytechnique, à la fois manuelle et intellectuelle. Donc c'est pour ça qu'il écrivait aussi de la poésie et des chansons. Et donc c'est lui aussi qui a rédigé le manifeste des artistes de la fédération, le manifeste de la fédération des artistes de la commune. Alors, je reviens juste maintenant à Napoléon Gaillard, parce que Napoléon Gaillard, donc, il était connu comme cordonnier, et il était aussi connu comme le grand artiste des barricades. Et donc, Napoléon Gaillard a fait, en 1871, de la barricade un art. Donc là, vous voyez, par exemple, une photo de Napoléon Gaillard qui est en train de poser devant la plus grande barricade qui a été érigée sur la place de la Concorde à Paris, qu'on appelait le Château Gaillard. Il avait vraiment essayé de refaire une espèce de construction médiévale avec des contreforts, avec des douves, etc. Bon, ça n'a pas empêché les communards de perdre face aux Versaillais, mais il était comme ça capable de mobiliser des forces énormes pour la défense de Paris. Alors, quand la commune a perdu, il s'est exilé en Suisse. Et là, il a ouvert une petite boutique de cordonnerie accolée à un café dans lequel il accueillait des anciens communards exilés comme lui, mais aussi des anarchistes venus de tous les pays, notamment de Russie. Et donc, il avait basé l'héritage de la commune à Genève autour de son atelier. Alors on raconte qu'en tant que cordonnier, il était assez incroyable parce que lui, il se qualifiait pas simplement de cordonnier, mais plutôt d'artiste chaussurier. En fait, sans le savoir, il pose un peu les bases du design parce qu'il disait qu'il fallait que la chaussure soit à l'exacte conjonction du beau et de l'utile.
et qu'il ne fallait pas conformer la chaussure au pied, mais plutôt le pied à la chaussure. Des choses comme ça, ce qui fait que, selon les témoignages, il a perdu quasiment toute sa clientèle parce qu'il avait une idée trop haute en fait de la chaussure comme art. Donc sur le plan politique, la commune a peut-être perdu, mais elle a eu des répercussions énormes. Pensez simplement à l'école gratuite et obligatoire. Ce n'est pas une invention de la Troisième République, c'est une invention de la commune. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'écho qu'a eu la commune et les idées de cette fédération des artistes sur les débats postérieurs en France et aussi en Grande-Bretagne. Donc en France, par exemple, eh bien, cette idée que l'art doit sortir des murs des musées et rentrer dans les maisons, rentrer dans les cadres de vie, c'est une idée qui germe et qui se développe pendant tout le dernier tiers du 19e siècle. Je vous cite par exemple un architecte qui s'appelle Lucien Magne. Toute œuvre qui est l'expression parfaite d'une idée ou d'un besoin qui est exécutée dans la forme décorative, bien appropriée à sa destination et qui satisfait à l'emploi rationnel de la matière, est une œuvre d'art. L'art ainsi défini embrasse toutes les œuvres du génie humain et aucune d'elles ne doit lui être étrangère. Comment en effet établir une limite entre les beaux-arts et les arts industriels ? Dira-t-on que les premiers sont l'expression d'une idée et les seconds l'expression d'un besoin ? Mais toute œuvre créée par l'homme et pour l'homme satisfait nécessairement aux besoins de l'homme. Donc ce qu'il dit, ce n'est pas du tout évident, puisqu'il renonce à la vieille coupure, la coupure kantienne entre les beaux-arts, art du plaisir, et les arts appliqués, ou lui il appelle ça les arts industriels, art de l'utilité. Il dit qu'un art véritablement digne de ce nom doit être à la fois beau et utile. Donc à partir de là, toute forme de distinction entre artisanat, art industriel et beaux-arts s'effondre. Il y a plein d'autres témoignages de cette époque. Il y a par exemple le peintre symboliste qui est devenu ensuite moine bénédictin, Fercade. Il dit ceci: depuis le début des années 90, 1890, un cri de guerre résonnait d'un atelier à un autre. Plus de peinture de chevalet, à bas les meubles inutiles. La peinture ne doit pas usurper une liberté qui l'isole des autres arts. Des murs à décorer, il n'y a pas de tableau, il n'y a que des décorations. Voilà, et vous trouveriez plein de citations de ce genre à l'époque de l'Art Nouveau, qui est vraiment quelque chose un mouvement qui est conçu à la base comme une façon de revitaliser par l'art, par les formes, les cadres de vie, et du coup de substituer aux cadres de vie urbains, industriels, affreux, comme le dit Élisée Reclus, un cadre de vie qui soit beaucoup plus agréable, parce que non seulement il est travaillé par des artistes et par des artisans, mais parce que aussi il est travaillé par des gens qui aiment ce qu'ils font. Il y a aussi beaucoup d'idées de réforme sociale grâce à l'art, d'éducation artistique populaire. Par exemple, ici, je vais vous citer un critique d'art, Gustave Geoffroy, qui avait le projet de faire un musée du soir, un musée d'histoire dans les quartiers populaires de Paris, destiné à attirer les ouvriers, par exemple dans le quartier de Belleville, dans le quartier du 10e arrondissement aussi, à attirer les ouvriers vers l'art, mais encore plus que ça, à leur faire prendre conscience que ce qu'ils font eux-mêmes, c'est de l'art. Et donc à leur donner le goût du travail, notamment en valorisant les objets qu'ils fabriquent. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être comparable à ce qu'on a vu plus récemment avec Thomas Hirschhorn et son musée Albinet.
à Aubervilliers, en banlieue parisienne, l'idée de Thomas Hirschhorn, ça avait été que si les gens de banlieue ne viennent pas au musée, le musée va venir aux gens de banlieue. Et donc d'installer une partie des collections du Centre Pompidou ou des copies directement à Aubervilliers. La différence avec Gustave Geoffroy, c'est que Thomas Hirschhorn, il vit à une époque qui est la nôtre où le découpage, art, artisanat, il est de nouveau bien établi. Et donc, ce qu'il montrait, c'était de l'art au sens où on l'entend dans le monde de l'art. Alors que pour Gustave Geoffroy, justement, l'idée principale, c'était de faire éclater cette distinction. Et il ne s'agissait pas du tout de dire on va faire venir la Vénus de Milo ou la Joconde dans les quartiers des faubourgs, mais plutôt de dire les pièces que vous produisez avec vos outils industriels ou avec vos outils d'artisans, c'est de l'art également qui mérite d'être placé sur un socle aussi bien que la Vénus de Milo. Donc on le voit dans cette citation. Dans le musée du soir, qu'une place soit faite à l'ouvrier d'art, qu'un socle soit donné à l'œuvre, au chef-d'œuvre qu'il aime et qu'il aimera de plus en plus à créer et parfaire, en dehors de ses heures de travail. L'ouvrier, il importe de le répéter, aime son métier, s'intéresse aux matières, aux pièces qu'il manie, qu'il façonne, aux conditions de solidité, de viabilité de sa production. Que sera-ce alors qu'il pourra juger cet objet né de lui, mis en lumière, soumis à la critique? Il viendra voir cette exposition changeante, le chef-d'œuvre de son voisin d'atelier, succédant à son chef-d'œuvre à lui. Alors bien sûr, ici, il parle d'une production faite en dehors des heures de travail. Il ne s'agit pas du tout de dire que l'ouvrier doit se contenter d'apprécier le travail qu'on lui donne, le travail à la chaîne, le travail pénible pour essayer de calmer la révolte sociale, mais plutôt de valoriser le travail en perruque, c'est-à-dire un travail fait avec les moyens de production de l'usine, mais en dehors du travail obligatoire, du travail salarié, et donc un travail fait par plaisir. Voilà, donc ça c'est pour donner quelques exemples des échos de la Commune en France dans les années 1880-1890 sur le plan de la réforme de l'art, de l'artisanat et du travail. Là où en fait la pensée communarde a eu le plus d'écho, c'est en Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne constituait un terrain encore plus propice à ces réflexions. D'une part parce que l'industrialisation en Grande-Bretagne s'est développée beaucoup plus rapidement qu'en France et avec beaucoup plus d'ampleur et également avec beaucoup plus aussi de cruauté vis-à-vis des classes prolétaires. Et d'autre part aussi parce qu'il y a eu déjà même avant la Commune des intellectuels et des artistes qui ont justement commencé à formuler des idées de critique de l'industrialisation et des idées de valorisation d'un art artisanal ou d'un artisanat artistique qui serait une sorte d'antidote à l'industrialisation. Alors il y a deux noms qui ressortent, c'est John Ruskin et William Morris. L'un étant plus ou moins le maître spirituel du second. Donc, William Morris et John Ruskin, à la fois, ils promouvaient la réunion de l'art et de l'artisanat, et ils avaient une même analyse très pessimiste et très négative de la société industrielle qui commençait à dominer et de la bourgeoisie capitaliste. Il voyait en fait ce mouvement de domination de la société industrielle comme un mouvement simplement de décadence morale. Décadence morale qui se manifeste à la fois par l'accaparement des richesses par quelques-uns, par la classe bourgeoise, mais aussi par un enlaidissement généralisé. Et ça, c'est très typique de cette pensée britannique, c'est l'association entre l'esthétique et la morale, ou l'esthétique et la politique. Le fait que le monde devienne laid est aussi un signe que le monde devient mauvais et que la faute est à faire remonter à la même cause qui est l'industrialisation et la propriété capitaliste. Donc il ne s'agit pas du tout de dire que cet enlaidissement général, c'est la fin des bonnes traditions de l'architecture, etc.
mais c'est plutôt le fait de l'abandon progressif de la seule manière de produire véritablement un cadre de vie qui soit agréable, c'est-à-dire la fin progressive de l'artisanat. Par exemple, Ruskin, dans Les Pierres de Venise, donc dans le chapitre en particulier qui s'appelle « De la nature du gothique », donc qui date de 1854, il précise un peu cette opposition entre travail artisanal et travail mécanique ou travail industriel, en essayant de lui donner une tonalité historique et géographique. Et en fait, il va opposer l'Italie médiévale, en particulier la production du verre à Venise, et la Grande-Bretagne contemporaine. Je vous cite ce passage. Notre verre moderne, donc supposé à nous, Britanniques du XIXe siècle, est clair dans sa substance à un point exquis. Il est vrai dans sa forme, précis dans sa découpe. Nous sommes fiers de cela. Nous devrions en avoir honte. L'ancien verre de Venise était sale, peu soigné dans toutes ses formes, et coupé maladroitement, voire pas du tout. Et les anciens Vénitiens en étaient fiers. Car il existe une différence entre l'artisan anglais et l'artisan vénitien. Le premier ne pense qu'à ajuster ses motifs avec soin et d'arrondir ses courbes de la manière la plus parfaite et d'affiner parfaitement ses contours et devient une simple machine à arrondir les courbes et à affiner les bords. Alors que l'ancien Vénitien se moquait bien de savoir si ses bords étaient fins ou pas, mais il inventait un nouveau dessin à chaque verre qu'il faisait et il ne façonna jamais une poignée ou un embout sans y adjoindre une nouvelle fantaisie. Donc vous voyez que le problème il est très nettement posé. D'un côté, dans le travail à la machine, on reproduit des formes à l'identique, ce qui fait que l'homme devient lui-même une machine, il pense comme une machine, il pense que la perfection, c'est la reproduction, la répétition, alors que du côté du travail manuel, du côté du travail artisanal ancien, on peut se permettre quelques imperfections parce que ce qui compte, c'est la production de la nouveauté. C'est la production, au contraire, d'une forme de différence. C'est des idées que William Morris va développer un peu plus tard. Alors c'est lui qui édite La nature du gothique dans cette édition que vous voyez à droite. Il a fondé des éditions qui s'appellent Kelmscott Press, dont vous voyez ici qui fait une préface, et donc il publie comme volume à part La nature du gothique, qui pour lui était un chapitre, un livre de chevet, vraiment un livre fondamental pour toute sa pensée et pour toute son œuvre. Donc lui, il a lu Les Pierres de Venise quand il était étudiant à Oxford à la fin des années 50. À la suite de ça, ça déclenche sa vocation d'artiste, donc il veut devenir peintre. Il se rapproche à ce moment-là de la confrérie pré-raphaélite. Mais finalement, il a compris que ce n'était pas en tant que peintre qu'il ferait vraiment carrière, que ce n'était même pas ça son objectif, même en termes de carrière, ce n'était même pas ça qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, c'était vraiment, pour appliquer les théories de Ruskin, c'était d'essayer de réconcilier l'art et l'artisanat. Et donc pour ça, il décide de fabriquer, d'abord d'édifier une maison-atelier qui va être la Red House, en 1859, et là il conçoit avec ses amis pré-raphaélites toute la décoration et tout le mobilier. Ensuite, il lance une société de décoration et d'ameublement qui s'appelle Maurice Marshall, Faulkner et compagnie. Dans cette société, donc, il fabrique des meubles, il fabrique des décorations, des vitraux, des papiers peints, plein de choses. Cette société a un grand succès à l'exposition universelle, l'exposition internationale de 1862, qui rendent donc Maurice et ses associés célèbres. Et c'est à la base, c'est pas le mouvement, mais c'est à la base du mouvement Arts and Crafts qui va se développer dans les années 1890. Alors,
Parallèlement à donc, cette entreprise véritablement pratique de redéfinition d'une pratique artisanale sur des nouvelles bases, sur des bases ruskiniennes, donc des bases, on pourrait dire, morales et esthétiques, il a aussi il a aussi une activité de théoricien. Donc il passe son temps à faire des conférences et à cibler différents publics pour leur délivrer la bonne parole. Donc là, par exemple, je vais vous lire un passage d'un texte sur l'art textile adressé à justement des ouvriers dans le domaine du textile. N'oubliez jamais le matériau avec lequel vous travaillez et tâchez toujours de l'utiliser du mieux de ses capacités. Si vous vous sentez entravé par le matériau sur lequel vous œuvrez, au lieu de vous sentir aidé par lui, vous n'avez pas encore appris votre métier, pas plus qu'un aspirant poète qui se plaindrait de la difficulté d'écrire avec la mesure et la rime. Les limites du matériau devraient être pour vous un plaisir, non un obstacle. Un designer, donc, devrait toujours comprendre complètement le processus de l'ouvrage manuel qu'il est spécifiquement en train d'accomplir, où le résultat ne sera qu'un simple tour de force. D'autre part, c'est le plaisir de comprendre les capacités d'un matériau particulier et de les utiliser pour suggérer, non imiter, la beauté naturelle et spontanée qui donne à l'art décoratif sa raison d'être. Donc vous voyez que le mot de plaisir revient plusieurs fois dans cette déclaration. Alors, il faut quand même mettre les choses en perspective. Là, je vous parle que d'auteurs qui, en gros, partagent les mêmes vues, mais il faut voir que ces vues étaient quand même très minoritaires au XIXe siècle. D'une part, parce que le discours majoritaire dans le domaine économique, c'était le discours de l'économie industrielle qui va permettre à tous d'avoir une meilleure qualité de vie. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et le domaine, enfin, dans le monde de l'art, le discours qui dominait, c'était le discours de l'art pour l'art. Donc ce discours de l'art pour la vie était minoritaire. Maurice donc, va s'attaquer à ces discours majoritaires, notamment il va dénoncer le fait que la production industrielle ne produit pas des vrais objets, mais produit des ersatz. Il y a un essai qui a été publié en français qui s'appelle L'âge de l'ersatz, qui date de 1894, dans lequel il explique que en fait, tout aujourd'hui est remplacé par des ersatz de vrais objets. Ça va des meubles aux maisons, en passant par les matériaux de construction. On fait par exemple, on fait des plaquages en faux marbre ou en faux bois par-dessus du béton pour faire croire qu'il s'agit en fait de matériaux précieux. Mais il dit même que les objets de consommation quotidienne sont devenus des ersatz produits industriellement. Par exemple, il dit que le beurre est devenu de la margarine, que la baguette, c'est moi qui le dis ça, que le pain n'est plus fabriqué par un boulanger qui a sa propre farine, mais qui reçoit de la farine industrielle et qui produit à la chaîne ses pains, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on voit que le niveau d'exigence de ce que William Morris appelle une production authentique, il est très supérieur à ce que nous, on pourrait appeler une production authentique, puisque déjà, quand on voit un boulanger qui fait du pain dans son four, on est déjà bien content. Donc si en plus, il fallait qu'il moule sa propre farine, là, ça serait quasiment impossible. Donc, il y a un aspect dont je n'ai pas encore parlé chez William Morris, mais qui est sous-jacent à tout ça, c'est le médiévalisme. Pour William Morris, comme déjà pour Ruskin, le Moyen-Âge constitue une période idéale et il s'agit d'une certaine manière de retrouver ce qui faisait l'essence du travail au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y avait que des artisans. Il n'y avait pas d'artistes, il n'y avait pas d'ouvriers, il n'y avait pas de production industrielle, il n'y avait que de l'artisanat. Et c'est ça qu'il faut essayer de retrouver. Alors pourquoi ? Eh bien, William Morris l'explique dans plusieurs textes, mais par exemple dans celui-ci. Donc ça, c'est une conférence qu'il a donnée à des architectes
donc c'est un texte globalement sur l'architecture, mais il en profite pour faire une espèce d'histoire de la production, d'histoire du travail, dans laquelle il voit 3 étapes. Alors, la première étape, c'est le Moyen-Âge, justement, et il décrit ici l'artisan médiéval. Il vivait durement, certes, mais beaucoup plus facilement que son héritier d'aujourd'hui. Son seul maître était la communauté. Il fabriquait lui-même, du début jusqu'à la fin, les biens qu'il vendait lui-même aux futurs utilisateurs. On travaillait donc de telle façon que la division du travail au sein des différents corps de métier n'existait guère, voire pas du tout. Cela entraînait un adoucissement du labeur, puisqu'à mon avis, il est pénible d'être lié sa vie durant à la même besogne, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Je parle d'adoucissement, car de fait, le travail était extrêmement varié pour celui qui réalisait son ouvrage lui-même et en totalité, au lieu de reproduire éternellement la même petite fraction d'une pièce. Il travaillait pour assurer sa propre subsistance et non pour enrichir un maître, mais je le répète, subvenir à ses besoins n'était pas si pénible. Aussi avait-il de nombreux loisirs et maîtrisant son temps, ses outils et la matière première, et n'était pas contraint de produire des objets de pacotille, mais pouvait se permettre de prendre plaisir à orner son ouvrage. Donc, qu'est-ce que nous dit William Morris ici en substance sur l'artisan médiéval? C'est que d'une part, il était indépendant, d'autre part, il était utile à sa communauté, il travaille pour sa communauté, et troisièmement, il prend plaisir à son travail parce que c'est un travail varié dans lequel il a le temps de rajouter des ornements pour produire aussi des objets de qualité artistique, des qualités esthétiques. C'est un système qui, selon Maurice, culmine au XIVe siècle avec la mise en place de grandes corporations, ces corporations médiévales qui étaient le modèle assumé de la fédération des artistes de la commune d'ailleurs. C'est aussi le modèle de la confrérie des préraphaélites, donc, à laquelle a été associé Maurice pendant un certain temps. Ce modèle, il décline au XVIe et au XVIIe siècle, et donc là, William Morris dit qu'on entre dans une deuxième phase, une phase qui est toujours, disons, pré-industrielle, mais où les ouvriers travaillent pour des patrons au sein de manufactures, et où commence à se mettre en place la division du travail. Et dans cette phase-là, dit William Morris, l'ouvrier devient une espèce de rouage dans une grande machine qui se met en place et qui le dépasse. Et enfin, il y a la troisième phase, la phase actuelle, donc la phase industrielle, qui est évidemment le prolongement de la phase précédente, où non seulement l'ouvrier n'est plus son maître, puisqu'il travaille pour un patron, mais en plus, il contribue, malgré lui, à dégrader le cadre de vie, l'environnement quotidien et la production en général, le travail en général, puisque le travail ne sert plus qu'à produire des ersatz qui, en plus, correspondent à des faux besoins de consommation. Donc ça, c'est finalement un objectif pour William Morris de lutter contre ce mouvement qui paraît inéluctable. Alors, il le fait à travers son entreprise, sa propre entreprise, où il essaye de réinventer un artisanat de qualité, mais accessible à tous. Il le fait aussi à travers ses conférences théoriques, et il le fait aussi à travers un engagement politique, puisque William Morris a été un des fondateurs de la Ligue socialiste britannique en 1884. Et donc c'est sur ces 3 plans en même temps qu'il essaye véritablement de faire prendre conscience aux ouvriers, aux décideurs, aux patrons, aux architectes, aux artistes et aux intellectuels des nombreux changements qu'il faudrait produire pour arriver à inverser la tendance. J'aimerais finir sur un point, c'est le point du Moyen-Âge. On pourrait se dire que la vision de Morris, enfin c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs, que la vision de Morris du Moyen-Âge, elle est très idéalisée et que sa vision de l'artisan médiéval, bon, elle prête un peu à sourire quand on pense aux difficultés de vie
en Europe au Moyen-Âge. Mais il y a quelque chose quand même qui est intéressant, même chez les travaux d'historiens médiévistes récents, et qui peut, d'une certaine manière, justifier les propositions de William Morris. Alors, j'ai eu donc cette idée en lisant le livre de Jean-Claude Schmitt qui s'appelle « Les rythmes au Moyen-Âge », qui est paru en 2016, qui est vraiment une façon de décrire le Moyen-Âge dans tous ses aspects à travers la question du rythme, à travers la question du temps. C'est vraiment une somme, hein, ça fait 700 pages et on a l'impression que tout le Moyen-Âge est couvert à partir de cette question, donc qui du coup est essentielle dans la vie médiévale. La question du rythme, elle traverse vraiment tous les aspects de la vie, que ce soit la façon dont on conçoit le temps en général, mais donc on conçoit les activités au champ, les activités en ville, les fêtes religieuses, même les moments qui sont favorables au sexe, tout est passé en revue, tout est rythmé dans la vie médiévale. Et ce que dit Jean-Claude Schmitt, c'est que le Moyen-Âge distingue le rythme de la cadence. La cadence, c'est la répétition, c'est une façon de jalonner le temps avec des unités qui sont toutes identiques. Alors que le rythme, c'est la production de différences dans la répétition. Et un bon exemple pour expliquer ça, c'est la façon dont est conçu le temps au Moyen-Âge. Il est conçu de deux manières, à la fois de manière linéaire, un peu comme nous, avec un passé, un présent et un futur, sauf qu'au Moyen-Âge, le futur, on le connaît, puisque c'est le jugement dernier. On ne sait pas quand il va arriver, mais on sait qu'à la fin, il y a le jugement dernier. Ça, c'est le temps linéaire. Et en même temps, le temps est pensé de manière cyclique, notamment à travers les saisons, mais il y a aussi des systèmes cosmologiques plus complexes, avec des grands âges qui se répètent et qui sont périodiquement avancés. Donc en fait, l'image correcte du temps, si on veut faire la synthèse de ces deux modèles, c'est l'image de la spirale. C'est donc un temps qui, à la fois, revient sur lui-même tout en se transformant. Et c'est dans cette manière-là que Jean-Claude Schmitt dit que le temps médiéval est rythmé. C'est parce que la spirale est une façon de produire de la répétition et de la différence simultanément. Alors que la cadence, au contraire, la cadence, c'est toujours, dit toujours Schmitt, une façon d'imposer du temps à des individus. Autrement dit, la cadence, c'est un temps de domination. C'est pour ça que Jean-Claude Schmitt dit dans son livre que la question du temps, la question du rythme au Moyen-Âge est une question politique. Parce que se mettre à la cadence d'un autre, c'est une façon de se soumettre. Au contraire, développer son propre rythme, c'est une façon de prendre son autonomie. Et en fait, on a l'impression, en associant ces idées sur le temps, la cadence et le rythme au Moyen-Âge et les idées de William Morris, que c'est bien de ça dont parle Morris, c'est-à-dire il parle du temps rythmé. Il dit que le rythme, finalement, que le travail de l'artisan, c'est un travail rythmé. C'est un travail qui n'est pas cadencé par opposition au travail industriel, qui lui est le travail où règne la cadence de la machine. Donc, pour conclure, finalement, des artistes comme Lamar Chauvis, qui n'hésitent pas à faire référence directement à William Morris en introduisant des petits portraits de lui dans leurs œuvres, ces artistes qui aujourd'hui travaillent avec des matériaux et des techniques héritées de l'artisanat, il me semble qu'ils essayent d'exprimer un plaisir du faire, mais qui n'est pas simplement le plaisir du faire, mais qui est le plaisir du faire rythmé, c'est-à-dire le plaisir du rythme au travail qui produit cette impression de liberté et qui a cette valeur révolutionnaire, si on en croit William Morris. Je prendrai juste un dernier exemple, vraiment là pour finir totalement. C'est une artiste espagnole qui s'appelle Teresa Lanceta et qui, depuis les années 80, depuis la fin des années 80, fait essentiellement des tapis tissés, en s'inspirant de techniques de tisserands berbères.
elle utilise, comme les tisserandes berbères, le métier à tisser le plus simple qui soit, c'est-à-dire le métier à tisser vertical, donc le moins automatisé. Et elle retrouve de cette manière-là à la fois quelque chose comme une intuition qu'avaient déjà les fondateurs de la peinture abstraite au début du XXe siècle. Vous avez des déclarations, par exemple, de Paul Klee ou d'autres artistes qui disent que les tapis berbères ont beaucoup à leur apprendre. Donc il y avait vraiment un moment où le tapis berbère est devenu le modèle pour les peintres abstraits dans les années 1920-1930. Et ça, c'est quelque chose que Teresa Lanceta retrouve. Elle ne garde finalement du tableau que le format rectangulaire, mais contrairement à Paul Klee et aux autres peintres abstraits, elle ne fait plus de peinture, directement, elle reprend les techniques même des tisserandes berbères. Évidemment, il y a aussi quelque chose d'autre. Elle assume le côté féminin de la pratique, elle assume le côté aussi très ornemental de cette pratique, justement pour rompre avec cette opposition qui dominait quand elle a fait ses études entre art et artisanat. C'était une époque où on n'était pas du tout comme aujourd'hui en train de réfléchir sur les manières de faire converger ces deux mondes. Mais plutôt où on les opposait assez résolument. Donc, en empruntant aux berbères, aux femmes berbères, des techniques, le matériau de la laine et même des motifs, par exemple le losange, Teresa Lanceta se place résolument du côté des minoritaires, de ceux qui choisissent l'artisanat, le textile, le féminin, qui à son époque était très déconsidéré dans le monde de l'art. En plus de ça, c'est pas simplement un hommage aux femmes berbères qu'elle rend, mais elle développe un véritable travail artistique en s'écartant de ces modèles. J'ai juste pris par comparaison à gauche un authentique tapis berbère et à droite un tapis de Teresa Lanceta qui en est une variation. Et ça permet de vous montrer à quel point elle travaille sur les syncopes, sur les recouvrements, sur les formes de superposition, toutes choses qui ne figurent pas dans les tapis berbères originaux, mais qui expriment une forme d'improvisation, de processus qui invente les formes tout en les faisant, qui peut être assimilé à l'improvisation en musique, dans le jazz par exemple, et qui sert finalement à manifester une forme de vitalité, c'est-à-dire de différence dans la répétition. Donc je conclue juste sur cet exemple pour vous montrer que, en fait, on peut tout à fait avoir une position politique en art tout en faisant un art qui soit un art formel et qu'on n'est pas du tout obligé de choisir l'un ou l'autre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation qui trouve des échos, je trouve, avec une certaine actualité liée au monde du travail, j'en dirai pas plus. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle à poser à Thomas ? Bon, peut-être que je vais en poser une et que ça donnera des idées, ou pas d'ailleurs. Je me demandais si... par-delà ces exemples que vous nous avez montrés, qui s'inscrivent dans les sociétés industrielles, de ces formes artisanales qui ont pu trouver un écho politique, on a pu trouver dans des sociétés qui, elles, n'ont peut-être pas fait ce basculement dans l'industrie au même moment, des exemples politiques d'artisanat, des exemples qui montrent l'engagement d'artisans, de créateurs et donc des savoir-faire à l'endroit justement d'un engagement politique. Pour un exemple que je connais un petit peu, qui est contemporain, d'une société qui a fait le choix de refuser, disons, le monde industriel et capitaliste, c'est les zapatistes au Chiapas, qui ont
développer tout un ensemble de pratiques artisanales dans lesquelles donc non seulement ils produisent des objets qui servent vraiment, qui servent à notamment les vêtements, mais aussi les meubles, mais dans lesquels ils rajoutent aussi des images qui sont des images qui décrivent leur environnement politique et leur horizon politique aussi. Donc là, ça pourrait être un exemple à développer justement d'un choix de société qui se manifeste aussi dans un type de production artisanale de manière hyper claire. En parallèle, je pensais à des choses qui ne sont pas forcément directement liées à tout ça, mais je pensais au travail des moines dans certaines sociétés, mais même ne serait-ce que, je pensais à ça par exemple au Japon, mais également en Occident, on a toujours cette image du travail des moines comme un travail qui justement est rythmé et non pas cadencé. Est-ce que Maurice, par exemple, sur lequel on reviendra cet après-midi, on reparlera de Maurice et de son engagement politique, a pu construire sa pensée en ayant aussi cette idée-là d'un travail qui se ferait dans les monastères à l'abri justement peut-être d'un certain rythme de la société, d'une certaine cadence de la société plutôt. Alors, à ma connaissance, le monde monastique, c'était pas ce qui l'intéressait le plus. Lui, il était beaucoup plus attiré par la littérature courtoise, par exemple, que vraiment par la littérature religieuse. Et d'autre part, le modèle qu'il avait pour le travail artisanal au Moyen-Âge, c'était la corporation, c'était pas le monastère. On le voit dans ses romans aussi, dans News from Nowhere, par exemple, ou dans son livre d'anticipation politique, Un rêve de John Ball, où justement il décrit vraiment un monde laïque, totalement profane, où il peut y avoir aussi des personnages qui ont des responsabilités spirituelles, cléricales, mais qui sont complètement incluses dans ce monde laïque finalement. Et donc ils sont sortis du monde monastique. Donc j'ai pas l'impression que chez lui il y ait cette connexion. Mais après, il y a peut-être des écrits que je connais pas où il en parle, mais j'ai l'impression que lui il avait vraiment une vision très profane du Moyen Âge, ce qui est peut-être pas le cas chez Ruskin, qui en tant que presbytérien avait une culture religieuse beaucoup plus importante que Maurice, et parfois son moralisme il tourne vraiment à la religion. Donc là, il pouvait y avoir chez Ruskin beaucoup plus d'élan religieux, spirituel, une association entre le Moyen-Âge, la spiritualité, par opposition au temps moderne qui serait matérialiste et pour ça décadent. Ça, c'est un type d'opposition qu'on trouve beaucoup moins chez William Morris, j'ai l'impression. Qui était très laïque par ailleurs Très laïque et socialiste, et donc très matérialiste dans un certain sens aussi. Merci. Alors je repose ma question. Avez-vous des questions ? Eh bien, s'il n'y a pas de questions... Ah oui, pardon. Alors, je vais vous passer le micro. Je vais essayer de formuler clairement parce que c'est juste une réflexion que je me faisais en vous écoutant. Mais est-ce que c'est vraiment tellement lié que ça à la mécanisation, le fait de cette production répétitive par rapport à une production, on va dire, créatrice qui permettrait un renouvellement à chaque fois et donc un rapport au travail qui serait différent. Oui, est-ce que c'est lié seulement à la mécanisation ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des expériences, par exemple, de production, même avec distinctes ou dans l'industrie, de faire des choses qui ne soient pas toujours répétitives, tout comme il y a pu avoir, j'imagine, à des périodes avant la mécanisation, je connais pas bien, mais je pense quand on fabriquait des meubles, par exemple dans les ateliers, des bénisteries, où on répétait quand même la même chose. Quand on voit les fauteuils, je sais pas, d'époque, voilà, donc c'est un peu la question. Je me demandais ça en fait. Non, c'est une grosse question. Il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, Maurice, il est très dépendant de l'histoire britannique et depuis le XVIIe siècle, en fait,
on analyse le processus de mécanisation du travail comme étant potentiellement soit un progrès, soit un danger. Mais toute question liée au travail est liée depuis le XVIIe siècle à la question de la mécanisation. Il y a la révolte des Luddites et après il y a plein de débats en cours du XVIIIe et du XIXe sur les effets positifs ou négatifs de la mécanisation. Donc tout tourne autour de ça et tout est analysé en fonction de ça. Et c'est pour ça que Maurice, il voit lui aussi, enfin, comme faisait Ruskin avant et d'autres, la mécanisation comme un danger pour l'humanité elle-même en fait. Et c'est bien sûr un discours qu'on va trouver après aussi. Donc après, sur le fait que l'industrie a essayé d'incorporer des possibilités de variation et d'éviter la redondance, en fait, c'est vrai. C'est ce que dit Gustave Geoffroy quand il parle des arts industriels. Donc c'est une nouveauté, les arts industriels, puisque c'est les arts produits par l'industrie, par les processus industriels. Mais on voit très bien l'effet que ça a produit au XIXe siècle. C'est lié au développement des grammaires de l'ornement, c'est-à-dire ces livres, ces atlas de motifs qui recueillent tous les motifs ornementaux de toutes les cultures du monde. La plus connue, c'est celle de Wayne Jones, qui est sortie en 1850, si je me rappelle bien. Donc, vous avez des planches sur le motif asiatique, enfin, japonais, chinois, arabe, mésopotamien, égyptien, etc., gothique, antique, etc. Et ces planches, ces grammaires de l'ornement, elles servaient à être applicables ensuite par des machines qui auraient été programmées avec des moules qui serviraient à produire ces motifs en abondance. Et en fait, on voit là déjà en matrice ce qui se passe aujourd'hui avec le développement algorithmique de la production, c'est-à-dire qu'on multiplie les possibilités de formes, mais avec un choix en même temps qui reste contraint à ces formes qui sont prédéfinies pour nous. Et donc on va, en tant qu'utilisateur, on va pouvoir choisir plein de formes différentes. Moi je veux recouvrir mon papier peint avec des motifs arabisants, par exemple des arabesques, mais je vais avoir le choix dans 3 ou 4 grilles qui vont m'être imposées. Je ne vais pas pouvoir les dessiner moi-même ou les faire dessiner par un décorateur, encore moins par quelqu'un qui viendrait de cette tradition. Et donc, en fait, c'est ça l'effet de l'industrie. Effectivement, l'industrie se développe en faisant varier ses formes, mais au sein d'une grille prédéterminée. Et après, pour ce qui est du travail artisanal qui a pu être à un moment pensé comme un travail répétitif, en gros, ça c'est valable jusqu'au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIIe siècle, on pensait l'artisan comme quelqu'un qui faisait un travail pénible et répétitif à la solde d'un patron ou d'un commanditaire. Et c'est pour ça qu'on l'opposait à l'artiste qui, lui, était complètement libre du choix de ses peintures et de ses sculptures, bon, ce qui était une fiction, mais c'était comme ça qu'on pensait l'opposition. Et c'est pour ça qu'au XIXe siècle, l'artisan va se retrouver basculé du côté des artistes par opposition aux arts industriels et à l'ouvrier, en fait, qui lui va vraiment être considéré comme le pauvre esclave de la machine, alors que l'artisan, il va être, parce qu'il travaille avec la main, il va être beaucoup plus proche de l'artiste. Tout ça, c'est des fictions théoriques, d'une certaine manière. C'est des découpages théoriques, mais qui s'expliquent par plein d'enjeux historiques. Merci. S'il n'y a pas plus de questions, je vais vous libérer. Je crois qu'il y a un buffet qui est prévu dans la salle à l'arrière du bâtiment et on se retrouvera à 14h pour continuer certaines de ces questions et en explorer d'autres. Merci.